Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Village Semences. C'est Maë pour une émission consacrée aux technologies, aux robots, aux nouvelles technologies qui arrivent dans l'agriculture. On va le faire avec deux invités. Sylvain Coussins, bonjour. Bonjour, merci. Vous êtes consultant en production de semences, mais aussi peut-être d'abord, j'ai envie de dire, agriculteur. Et vous travaillez dans la production de semences. Grande culture. Grande culture, pas de potagère un peu aussi? Alors, potagère, ça c'est mon activité consultant. Parfait, d'accord. En face de vous, Camille Guérin, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur, parlez bien dans le micro un petit peu fort, voilà, parce que sinon vous avez comme une voix légère et il y a un peu de monde au salon. Je le disais, vous êtes ingénieur à la FNAMS. On rappelle ce qu'est la FNAMS? Alors la FNAMS, c'est la Fédération des producteurs de semences. Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences, si je ne dis pas de bêtises. Parfait. Et vous penchez un peu, spécifiquement, j'ai envie de dire, sur les nouvelles technologies. Quel est le regard que l'on peut déjà donner de ces nouvelles technologies, de ces robots qui vont s'appliquer à l'agriculture et puis aux semences et aux plants peut-être en particulier? Alors le regard qu'on peut apporter sur ces nouvelles technologies, on peut vraiment les voir comme de nouveaux leviers pour demain à actionner pour pouvoir avoir de nouvelles alternatives au champ, en production de semences. L'un des objectifs de ces nouvelles technos, ça va être quoi aussi? Ça va être de peut-être remplacer l'usage de ce qu'on appelle toujours d'ailleurs les intrants, les produits phytosanitaires, bref concrètement les engrais, les pesticides et autres, en remplaçant ça par des technologies qui vont être utilisées au champ quelque part, c'est ça? Tout à fait. L'idée, c'est de se dire que là, on est sur une phase de transition. On voit arriver de plus en plus des changements au plan environnemental, au plan sociétal. On est sur d'autres enjeux comparés à il y a quelques années. Et face à cette demande de nouvelles solutions, la robotique agricole peut s'inscrire comme une des solutions à apporter au champ, parmi d'autres. Sylvain Coussins, vous avez le même regard, la même approche de cette problématique-là? Oui, ce sera une solution. L'agroécologie, notamment, va faire appel à toutes les technologies, à toute l'intelligence numérique, notamment, pour trouver les solutions. Oui, ça sera un mix de toute façon qui va arriver très rapidement. Il faudra effectivement utiliser la robotique, ça sera un des leviers, mais ça ne sera pas le seul. L'important, effectivement, ça reste quand même l'agronomie, la qualité des sols. Je suis agriculteur par ailleurs et un élément où mon exploitation est engagée, je suis en agriculture de conservation des sols pour préserver cette vie parce que c'est un élément très important. Ce n'est pas seulement un substrat, le sol c'est quelque chose de vivant et il ne faut pas le négliger. Et la robotique... Petite parenthèse justement là-dessus, c'est un sujet qu'on a évoqué 2-3 fois dans Village Semences cette semaine, l'importance de la connaissance du sol. On a longtemps pensé que le sol, c'était de la terre qui était là, on labourait, on chargeait en intrants, en produits phyto sur les plantes et puis tout roulait. Le sol en tant que tel est un véritable écosystème très très important. Le connaître peut-être là aussi grâce à de nouvelles technologies est important, essentiel même. Oui, bien sûr. Oui, on arrive à acquérir des données diverses et variées avec tous les moyens connectés qu'on peut posséder aujourd'hui. Il existe une multitude de capteurs aujourd'hui qui apparaissent sur le marché et qui, je pense que le développement est encore en cours. Et en France, on est assez bon dans les startups sur ce secteur et c'est très bien. Donc la vie du sol peut être observée. Il y a quelques années, lors d'un Innovagri, il y avait donc Casiache qui présentait donc une solution comme un radar pour voir la qualité du sol. En parlant du sol, les Suisses ont des modèles algorithmiques pour calculer la pression des pneus au sol pour éviter effectivement de compacter les sols, ce qui est très important parce que on peut le voir quand on a des sols qui sont compactés et notamment en production de semences potagères, le développement est nettement moins bon parce que c'est vrai quand on observe les parcelles... Si le sol est trop écrasé, finalement les plantes se développent moins bien, la vie du sol est moins bonne aussi. Bien sûr, l'enracinement déjà c'est un élément très important sur une plante parce que l'enracinement nous permet d'avoir des résiliences par rapport donc notamment au changement climatique, il va falloir s'adapter et ça c'est un levier, donc avoir moins de stress hydrique, des meilleures relations effectivement avec les éléments minéraux du sol. Donc une plante quand elle vit et qu'elle est plus saine,
eh bien, elle a moins besoin d'intrants, c'est une meilleure gestion. Et puis, on a aussi le levier des solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire qu'associées à d'autres plantes, on voit des synergies apparaître. Et quelque part, on revient aux sources de nos anciens, puisqu'ils le pratiquaient. Ça s'appelait le méteil. Mais je pense qu'aujourd'hui, il va falloir réinvestir un petit peu sur cette recherche pour revenir aux bases. Et c'est très intéressant parce que je pense que nos jeunes, ça va leur redonner du sens et revenir dans nos écoles d'agriculture pour redévelopper et redonner un nouveau dynamisme avec de la technologie. Le biocontrôle, j'ai envie de dire, c'est à l'opposé de la robotique appliquée à l'agriculture. C'est trouver des solutions naturelles où une plante, par exemple, va venir attaquer le prédateur d'une culture. C'est ça, par exemple, hein? Oui, par exemple, mais pour moi, tout est complémentaire. C'est-à-dire qu'il y a des fois des solutions qui vont fonctionner avec le biocontrôle, mais en cas d'échec, voilà, on pourra avoir une autre alternative. C'est plusieurs tiroirs. C'est vrai qu'on a été longtemps formaté, moi le premier, par la chimie, parce qu'on avait un accès et une grande facilité, ce qui était très bien à l'époque. On arrivait à résoudre quasiment pas tous les problèmes, mais une grosse partie des éléments qui pouvaient se présenter pour ralentir cette production. Aujourd'hui, il faut changer les moyens, s'adapter, et la robotique en sera un des leviers. On ne s'est pas rendu compte, hein, cette hyper-production agricole, cet usage intensif de produits phyto, on ne s'est pas rendu compte à ce moment-là, bien sûr, on ne voyait pas forcément venir les conséquences sur l'environnement qui sont arrivées plus tardivement. Bien sûr, c'est normal parce qu'il faut raisonner en cycle de vie et la nature, on ne peut pas l'accélérer comme un moyen industriel, c'est-à-dire que la nature, on suit, on a les saisons qui sont là et donc on voit les effets à long terme effectivement de la chimie et du déséquilibre. Après, il va falloir à nous de s'adapter parce qu'on va avoir les déséquilibres à gérer, que ce soit de l'ordre du sol tout à l'heure comme je l'évoquais. Ça peut être aussi effectivement avec les insectes. Aujourd'hui, on voit avec l'évolution donc climatologique, ça pose des problèmes. On a des insectes, je prends l'exemple de la production de radis, c'est-à-dire qu'on a vu la chute de la production en France très rapide parce qu'on a des insectes qui nous facilitent pas la tâche et qu'on n'arrive plus à lutter. Donc on est en train de perdre un petit peu cette place de number one et il va falloir la regagner. Finalement comme les antibiotiques utilisés pour l'homme à un moment donné de façon très intensive, on se rend compte de la limite du produit et qu'il faut savoir en limiter l'usage pour en conserver l'efficacité. Là aussi, en matière agricole, c'est un peu pareil. Et exactement. C'est garder un équilibre et varier les solutions. Il y a un vieil adage agricole qui dit qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et là, je pense que ça va être exactement ça. Il va falloir varier les solutions. La robotique sera un levier. La chimie, elle restera encore parce qu'elle peut permettre de répondre à certains problèmes techniques, à certains problèmes sanitaires. Et le mécanique, je pense par exemple, un élément qui nous pose question aujourd'hui en semences de grande culture, c'est la réapparition de l'ergot. Et l'ergot, on sait effectivement quand on a des contaminations, on est obligé de réintroduire un labour afin d'effectivement d'éviter ces champignons. Et ça, c'est des éléments, moi sur mon exploitation, je m'interdis rien puisqu'il faut s'adapter en fait. Le plus important, c'est bien ça. Et observer, et la robotique ou l'imagerie donc via les drones vont nous permettre d'acquérir certaines données et d'évoluer, de réfléchir, de se remettre aussi en cause sur le sujet. Camille Guérin, est-ce que vous avez questionné un petit peu les adhérents de la FNAMS pour voir comment est-ce qu'ils regardaient ces nouvelles technologies, que l'on parle d'intelligence, de numérique, de drones, de robots? Je crois que vous les avez questionnés un petit peu sur ce sujet-là il n'y a pas longtemps. Oui, alors tout à fait. Premier élément, peut-être qu'on peut revenir aussi un petit peu sur ce qu'on entend par robotique agricole, parce que ça a été vraiment aussi au cœur des Oui, sous ce terme-là, il y a beaucoup de choses finalement. Et qu'est-ce qu'il y a? Alors tout à fait, on peut entendre par tout ce qui est robotique des équipements qui vont être technologiques, hautement technologiques, qui vont être autonomes, voire semi-autonomes, et qui vont permettre d'apporter un service, qui vont permettre d'apporter une assistance à l'agriculteur au champ, au moins en production de semences. J'ai vu par exemple, alors c'est peut-être pas pour la production, bien que j'ai vu un petit robot qui passe dans des allées de plantation visiblement, et puis vient désherber tout seul, sans produit, mais il a visiblement pas mal de capteurs devant lui pour savoir distinguer la mauvaise herbe, j'aime pas le terme, mais en tout cas la plante qui ne devrait pas pousser à cet endroit-là à la place de la culture et qui va pouvoir l'enlever de cette façon-là, tout simplement mécanique. Donc l'impact, il est très faible sur l'environnement. Par exemple, un type de robot, entre guillemets, c'est ça?
Oui, tout à fait. L'impact, l'objectif est toujours de réduire l'impact et de pouvoir s'adapter, de permettre à un robot de s'adapter à son environnement. On va retrouver différents types. On peut avoir des robots qui vont évoluer de manière tout à fait terrestre, tandis qu'on va avoir aussi les drones qui vont s'impliquer sur ce sujet. Ça peut servir à quoi un drone utilisé dans l'agriculture pour observer les cultures, la façon dont elles poussent, etc. On peut imaginer différentes utilisations. Si on se repenche sur le cas de la production de semences, ça peut être bien sûr des drones qui vont faire de la reconnaissance pour analyser, comprendre ce qui se passe à l'échelle de la parcelle. Ça, c'est un des objectifs qu'on peut envisager, on va dire plus à long terme, parce qu'il y a toujours la question de l'acquisition des données pour pouvoir analyser et puis après restituer l'information et savoir ce qu'on va faire de cette information pour intervenir. On peut aussi avoir des drones qui vont avoir un rôle un peu plus opérationnel. Par exemple, l'exemple typique, c'est vraiment l'épandage de trichogrammes en maïs, qui est déjà tout à fait opérationnel sur l'utilisation. C'est le drone qui survole et qui va diffuser un produit sur les plantations en tant que tel. Je disais, vous avez questionné les membres les adhérents de la FNAMS pour voir un peu quel était leur regard là-dessus. Qu'est-ce que ça a donné? Alors, ce questionnement, on l'a lancé déjà en 2019. Donc, on peut se dire que 2019, maintenant, ça remonte déjà à quelques années. L'objectif, c'était déjà à l'époque de comprendre un petit peu la vision des agriculteurs multiplicateurs sur ce sujet, savoir comment, à l'échelle de leur exploitation, ils voyaient arriver l'arrivée de nouvelles solutions de désherbage, notamment qui seraient plus innovantes. On s'était penché sous l'axe du désherbage pour ce questionnement-là. On avait essayé d'interroger un petit peu tout le réseau. On a eu un retour. Alors, on est sur un petit panel de répondants qui était un panel d'environ 50 multiplicateurs qui ont apporté leurs réponses, mais répartis sur tout le territoire français. Et qui ont pu parler de leur expérience, parler aussi des échanges qu'ils ont pu avoir aussi avec d'autres producteurs sur leur secteur. Et qu'est-ce que ça a donné dans les résultats? En termes de résultats sur ce sujet, ce qu'on voyait ressortir, c'est qu'à échéance de 5 ans, les producteurs se positionnaient plus sur des choses qu'ils connaissaient. Par exemple, ils avaient déjà pu voir fonctionner des robots pour le désherbage des cultures. Et ils se disaient à échéance de 5 ans, pourquoi pas investir avec l'achat d'un robot de désherbage sur l'exploitation si ces robots deviennent accessibles en termes de coûts, s'ils permettent d'avoir vraiment un gain de performance par rapport à d'autres équipements déjà présents sur l'exploitation. Donc gain de performance, on peut parler d'un gain de précision d'intervention, bien sûr de rapidité, que ce soit efficace. Donc ça a été à peu près un petit pourcentage. Je voyais bien investir déjà sur de la robotique. On était à peu près pas loin d'une dizaine de réponses qui se projetaient déjà sur cette intention. On peut imaginer qu'en 2022, comme vous le disiez, ça a eu lieu en 2019, ce sondage, j'ai envie de dire, quelque part, on peut imaginer que ça évolue positivement, probablement, vu la tendance, vu aussi peut-être le développement de ces machines qui va induire, comme vous le disiez Camille, une baisse du prix. Tout étant relatif, bien sûr, Sylvain Coussins. Oui, alors une baisse du prix probablement par la quantité et la version de l'échelle, ça c'est tout à fait logique. Mais par exemple, je prends pour exemple Amazon Verkö, qui est donc un constructeur allemand de machines agricoles et qui a donc des pulvérisateurs dans sa gamme. Aujourd'hui, travaille donc avec Bosch et donc BASF Xarvio pour justement avec un ensemble de caméras sur cette rampe de pulvérisation afin de détecter les adventices et de la contrôler juste à l'endroit. C'est-à-dire qu'on ne fait plus un épandage à 100%, mais on fait des épandages ciblés. Donc aujourd'hui, c'est possible effectivement pour les herbicides et d'autres technologies vont arriver probablement pour la maladie cryptogamique parce qu'on a la possibilité avec la machine de voir en dehors du champ du visuel. Ça change tout, cette façon de voir justement effectivement les adventices de cette manière-là, d'utiliser le minimum de produits juste à un endroit donné. Ça change complètement le paradigme de l'usage de ces produits-là, on est d'accord, hein? Oui, ça ne veut pas dire zéro produit, non, bien sûr, mais c'est plus un arrosage
bien tapissé de tout le sol et de tout ce qui peut y vivre, les choses ont changé. Bien sûr, pour exemple, Amazon, donc, ce pulvé existe, hein, il va être présenté en France au mois de juin. Et donc, ils ont fait des tests dans des grandes exploitations de plus de 5000 hectares. Et là où ils utilisaient donc 5 pulvérisateurs complets, ils en utilisent la moitié aujourd'hui, voire moins. Donc on voit qu'il y a un impact et des effets de levier à mettre en œuvre. Mais le coût aujourd'hui va tendre à baisser, mais il y aura aussi l'effet du data, parce qu'il va falloir pouvoir stocker toutes ces données-là, et la cybersécurité là aussi. Donc, comme le disait tout à l'heure Camille, les drones, enfin tout ce qui est imagerie ou technologie nouvelle, ont effectivement une grosse consommation effectivement, donc de stockage et indirectement aussi d'énergie. Donc on aura peut-être aussi ce levier-là à travailler dans un deuxième temps. Quand on parle de robotique, d'intelligence artificielle, de nouvelles technologies, de technologies de pointe, on peut croire que ce soit hors budget de l'agriculteur. Parce que ce sont des technos de pointe, c'est du matériel de pointe qui est onéreux évidemment. On peut imaginer qu'il y a un gros décalage entre l'utilisation et les utilisateurs, entre le produit. Camille. Oui, alors on peut imaginer effectivement qu'il y a un décalage. C'est pas tout à fait le cas. Si on se positionne nous par rapport à la vision des agriculteurs en 2019 et la vision qu'on a actuellement, en 2019 on était encore sur des questions de savoir ce que les robots pourraient faire demain. Vraiment en termes de performance, on avait des questions sur ce qu'ils pouvaient faire. Aujourd'hui on a des questions qui arrivent sur ok, on sait que le robot il peut faire ça, on sait qu'on va peut-être avoir aussi des améliorations dans le futur, mais combien est-ce qu'il coûte aujourd'hui? Voilà, on est dans la question de se dire, les solutions existent, comment je peux faire pour y accéder, combien ça coûte? Voilà, complètement. Donc déjà la démarche elle n'est plus la même, on a franchi un cap. Et d'un côté et de l'autre aussi, côté constructeur, c'est la même réflexion, comment rendre ces nouvelles technologies plus accessibles. Aujourd'hui on n'a pas forcément de doute sur le fait que ça se fasse ou pas un jour, mais plus dans le temps, le pas de temps pour arriver à rendre ces technologies accessibles. Ça c'est une marche qui a été franchie et c'est très important finalement. C'est voilà, mais ça coûte encore des sous, hein. Mais encore, voilà, faut que ça se développe pour que ça coûte encore moins cher. Alors oui, ça coûte des sous, comme vous le dites si bien, mais derrière, on a des leviers qu'on peut utiliser, par exemple les CUMA, les coopératives d'utilisation de matériel agricole. On peut arriver à limiter ce coût-là, et en plus, ça va créer une nouvelle dynamique au niveau humain, parce que ça va créer de l'échange, parce qu'il ne faut pas non plus oublier qu'on est en diminution d'agriculteurs en France, et on s'éloigne les uns des autres directement. Et je pense qu'il y a aussi ce volet humain, le volet agronomique, enfin revenir un petit peu aux sources, et ça me paraît important. Et la robotique, c'est côté innovation. Je vais faire le parallèle avec le smartphone. Au début, ça paraissait un petit peu surprenant, et aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Donc c'est des technologies qu'on va acquérir, et ça va redonner un certain sens, et peut-être refaire venir nos jeunes les jeunes sur l'exploitation, parce qu'on est quand même un pays où on a une capacité à produire de la semence, et on était reconnu au niveau mondial quand même, et on est toujours reconnu. Quelque part, on a des grands fleurons du Louis Vuitton. Nous, on est le Louis Vuitton de la semence indirectement. Potagère, on est assez reconnu parce qu'on est une organisation, parce qu'on a mis des choses en place, et on a ce savoir-faire qui est reconnu mondialement. C'est intéressant ce que vous dites sur la technologie et le côté justement tech. Enjeux techniques, technologiques, quelle solution on va utiliser, on va trouver, qu'est-ce que je peux mettre sur mon exploitation. Ça apporte une touche très tech à l'agriculture, et c'est vrai que ça doit pouvoir plaire à beaucoup de jeunes qui se lancent, qui reprennent, qui redémarrent une activité. Je pense que cet enjeu technologique, en tant que tel. C'est vrai, et en plus on a le plus beau bureau du monde, parce que toute l'année il change le décor, c'est formidable. Camille Guérin, le même regard là-dessus, sur ce côté tech qui est un enjeu, un challenge. C'est aussi, c'est pas que de l'agriculture, c'est de l'agriculture à travers notamment des outils tech. Oui, tout à fait. C'est des nouveaux outils qui arrivent, qui vont être à disposition de chacun et qui le sont déjà. On a déjà, nous, au sein de nos réseaux, des agriculteurs qui sont déjà utilisateurs de ces solutions. Et il ne faut pas oublier qu'en production de semences, on est aussi sur des cultures très techniques, avec souvent des agriculteurs qui sont aussi très curieux et très précurseurs justement pour aller au-devant de ces nouvelles solutions, pouvoir se les approprier. Et ça, c'est aussi une force, parce qu'ils sont capables de tester, de voir comment s'approprier ces solutions et comment avancer pour demain.
Pour terminer, une question. Quel est l'enjeu ou les 2 ou 3 enjeux les plus importants qui sont face à nous et que la technologie, la robotique, l'intelligence artificielle peuvent, non pas solutionner à 100%, mais peuvent vraiment régler en bonne partie? S'il y avait 1 ou 2 problématiques solutionnables par les techs. La première la première inquiétude, la première technique qu'on va avoir besoin de continuer à développer, c'est le désherbage en fait. C'est la chose la plus évidente et la plus basique. Aussi simple que ça. Voilà, pour pouvoir arriver à conserver des semences de qualité, la pureté spécifique, la pureté variétale dans certains cas s'il y a des repousses. Enfin, il y a un ensemble de choses. Ça va être un principal axe clé qui va se mettre en œuvre. D'accord. Et il va falloir qu'économiquement, cet axe-là, il soit bien sûr viable parce qu'on a quand même un marché qui est très mondialisé. Aujourd'hui, déplacer 10 tonnes de carottes sur la planète, c'est pas très compliqué, même si le cours des transports ont augmenté depuis peu. Mais on a des concurrents qui peuvent être la Nouvelle-Zélande notamment, et qui restent compétitifs parce qu'ils ont des solutions chimiques qui sont encore à portée de leurs mains. Ça a été leur choix. Un autre challenge, là on parlait du désherbage, est-ce qu'il y a un autre challenge important qui pourrait être remporté, on va dire, par la tech dans l'agriculture? La modélisation météo aussi à retravailler parce que le côté, on l'a vu il y a quelques années, notamment avec les pucerons verts, donc sur les betteraves. Nous, on produit aussi des épinards et ça a été un vrai problème puisqu'on a perdu quasiment 100% de la production. Et donc, il va falloir peut-être adapter les modèles météo pour avoir des ciblages chimiques ou autres méthodes plus précises pour arriver à l'objectif final, c'est de garantir la production des semences parce que ça, arriver à 0, c'est du jamais vu. Camille Guérin, la même question. 1 ou 2 questions fortes qui pourraient être peut-être en partie solutionnées par l'intelligence, le numérique, la robotique. Je rejoins tout à fait ce que disait Sylvain Coussens sur ce sujet. Les problématiques sont là. En premier, j'aurais vraiment mis le désherbage. C'est vraiment très prégnant. Et on sait que là, on va avoir des solutions qui sont déjà opérationnelles et qui vont continuer de s'améliorer et qui vont pouvoir être mises en pratique. Le deuxième axe, j'aurais peut-être mis la gestion des intrants de manière générale, comment moduler l'apport et puis réduire les doses à apporter parce qu'on va quand même avoir besoin de maintenir des solutions conventionnelles dans certains cas, mais par contre on peut peut-être gérer l'apport pour pouvoir réduire les doses. Ça c'est vraiment si on se place sous l'angle production de semences. Un autre angle aussi que j'aurais bien vu, peut-être un peu plus en amont de notre côté production de semences, c'est aussi du côté de la sélection où là on va avoir vraiment besoin d'un appui aussi de la robotique en termes de phénotypage pour pouvoir caractériser de nouvelles variétés et accélérer le développement de ces variétés. On en a parlé effectivement de ce sujet-là, de la sélection variétale, le phénotypage. Il y a des moyens qui ont été lancés, France 2030, il y a quelques sujets comme ça importants qui vont permettre, je crois, de favoriser ce que vous dites, la recherche, la découverte de données nouvelles pour travailler en ce sens. Merci à tous les deux, Sylvain Coussens et à Camille Guérin, d'être venus nous parler de ce sujet important, les technologies, les nouvelles technologies au service des semences et des plants. Merci de nous avoir accueillis. Avec plaisir. Au revoir Camille. Merci. Merci.